Et si dans la nature, il y avait des stratégies et des ruses dont on pouvait s'inspirer pour nos prises de décision? On connaît tous ce qu'est une plante carnivore. Cependant, peu d'entre nous connaissons les stratégies qu'elles peuvent utiliser, notamment pour attirer leur proie. Et plus que cela, le lien qui peut exister entre les stratégies des plantes carnivores et certaines stratégies utilisées par les magasins de jouets, notamment pendant les périodes de fête dans certains pays occidentaux. J'évoquerai d'ailleurs une stratégie très puissante qui a été utilisée par les magasins de jouets. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo. Tout d'abord, les stratégies des plantes carnivores pour attirer leur proie. Il faut dans un premier temps savoir que les plantes carnivores peuvent utiliser trois types de pièges. D'une part, des pièges actifs, c'est-à-dire qu'ils sont en mouvement, un peu comme la dionée, qui fonctionnent en mode attrape-mouche. Le deuxième, les pièges qu'on dit semi-actifs, c'est-à-dire qu'elles ont des mouvements lents. Par exemple, elles vont attirer leur proie sur leur poil brillant, attirant, mais surtout gluant, comme le Drosera. Ou alors, elles vont produire une odeur qui va les attirer, puis elles seront collées un peu comme vous voyez dans les boulangeries, vous êtes attiré par leurs bonnes odeurs, et une fois que vous avez été attiré, vous allez vouloir acheter. Là, c'est un peu pareil. Et le troisième point, ou le troisième type de piège qui est utilisé, c'est les pièges passifs. C'est-à-dire que dans ce cas de figure-là, les plantes sont complètement immobiles. Elles capturent leur proie sans effectuer aucun mouvement, comme ce qu'on appelle le sarracénia, qui a des urnes en fait dans lesquelles les insectes tombent directement dedans. Donc, en synthèse, les plantes peuvent tenter d'attirer aussi bien en jouant sur des couleurs vives, des odeurs ou la sécrétion de substances et bien d'autres choses que j'ai pu citer juste avant. Et je pense que déjà avec cela, vous voyez quelques liens avec des stratégies marketing qui vous entourent et dont vous pouvez être entre guillemets victime. Mais ici, je vais me focaliser sur une stratégie très puissante utilisée par les magasins de jouets pour vous faire acheter plus que ce que vous aviez prévu. Bien sûr, j'aurais pu évoquer le fait qu'ils peuvent jouer sur les couleurs, des têtes de gondole spécifiques, certains parcours, des offres exceptionnelles qui vous feront acheter plus qu'à l'accoutumée et faire directement le lien avec les stratégies citées précédemment avec les plantes. Mais je voulais parler d'une stratégie que peu connaissent et que Robert Cialdini, dans son livre Influence et manipulation, évoque, et notamment dans la partie liée au principe d'engagement. Il cite que pendant 2 années consécutives, il s'étonne de rencontrer l'un de ses voisins dans un grand magasin, seulement quelques semaines après les vacances de Noël, pour acheter un jouet assez cher à son fils. Robert Cialdini, voyant cette action se répéter, s'interroge sur les raisons qui, de manière totalement illogique, l'amènent à acheter de nouveaux cadeaux après les fêtes, puisque en soi, il ne devrait pas avoir besoin d'en racheter. Il rencontre alors un collègue ayant travaillé dans un magasin de jouets qui lui explique une technique employée par les enseignes pour booster leurs ventes même après les fêtes. Il explique très simplement qu'une campagne de publicité sur un jouet ciblé est matraquée à la télévision juste avant les fêtes. Donc, de nombreux parents s'engagent ainsi auprès de leurs enfants à leur offrir le jouet convoité pour la fête de Noël. Donc jusque-là, c'est logique à savoir que on voit une publicité, on veut faire plaisir à notre enfant, donc automatiquement, on va peut-être lui promettre de lui acheter ce jouet-là. Mais c'est là où ça va devenir intéressant, puisque le jouet demandé par l'enfant est sous-approvisionné volontairement auprès des magasins de façon à créer une pénurie artificielle dans les magasins. Donc, le jouet n'étant plus présent, les parents vont se rabattre vers d'autres jouets. Et après les fêtes, une nouvelle campagne de publicité attire de nouveau l'attention des enfants sur le jouet qu'ils n'ont étrangement pas eu pendant les fêtes, et vont donc de nouveau solliciter leurs parents sur ce jouet-là. Les parents, étant tenus par leur engagement initial, vont retourner au magasin pour acheter le fameux jouet, qui, comme par hasard, entre guillemets si on peut dire ça comme ça, se retrouve en quantité suffisante dans les rayons. Donc, comme dans le cas de la stratégie de la plante carnivore, les magasins ont dans un premier temps attiré les parents et l'enfant avec entre guillemets un piège qui, embourbé et collé dedans, les parents se font manger, c'est-à-dire qu'ils deviennent des clients. Comme vous l'avez compris, il existe de nombreux moyens d'attirer et de fidéliser ses clients. Certains comme ici peuvent aller assez loin, car ils jouent sur des principes de cohérence, d'engagement, mais aussi sur l'incitation à acheter plus, donc une forme de manipulation. Personnellement, je n'oriente pas vers ce genre de procédé qui pourrait se retourner contre vous. Cependant, vous pouvez tirer de nombreux bénéfices avec ces exemples. Il y a 5 bénéfices simples à retenir. Le premier, c'est de savoir qu'une personne, quand elle achète, a besoin d'être mise en confiance, préfère venir d'elle-même, un peu comme certaines des proies précitées.
c'est-à-dire au niveau de la plante carnivore. N'oubliez pas, les gens n'aiment pas qu'on leur vende. Ils préfèrent acheter d'eux-mêmes. La deuxième chose à retenir est que pour arriver à cet objectif, où c'est la personne qui ne se sent pas forcée d'acheter, il est important que vous la connaissiez, que vous connaissiez ses problématiques, ses besoins réels. Et c'est là que vous allez d'abord développer l'offre ou le produit adapté qui répondra à ses besoins, et ensuite, vous allez pouvoir développer le bon canal d'acquisition, que ce soit en présentiel, web, etc., etc. La troisième chose à savoir est que pour attirer un client, vous n'êtes pas dans l'obligation de toujours faire des offres exceptionnelles, comme c'est très répandu aujourd'hui. Et il faut savoir d'ailleurs que beaucoup l'utilisent à mauvais escient, surtout quand il s'agit de sujets nobles. D'ailleurs, je détaillerai ce point dans une autre vidéo. Cependant, sachez que pour attirer un client, vous pouvez par exemple jouer sur un branding fort, c'est-à-dire une image de marque solide comme Apple, certaines marques de luxe, Starbucks, Patagonia, etc. etc. Et cetera. Et d'ailleurs même, pour que vous sachiez, c'est ce qui manque à beaucoup d'entreprises pour passer un cap à leur business. Il y a bien sûr d'autres éléments, autres que le branding, comme vous avez pu le voir à travers l'exemple des plantes et des techniques qu'ils peuvent utiliser. Mais simplement, une chose à savoir, c'est que ne vous sentez pas obligé de faire comme tout le monde. Faites très simplement ce que le client veut et ce qui vous correspond. La quatrième chose à retenir, c'est qu'un petit client, c'est-à-dire un client qui ne dépense pas forcément beaucoup chez vous, peut par une bonne stratégie devenir un client fidèle. Mais il y a un élément à savoir que moi j'ai souvent remarqué malheureusement, c'est que beaucoup d'entreprises négligent la fidélisation de leur clientèle. C'est-à-dire en fait que parfois, on a un client qui a acheté une seule fois. Et parfois, on ne va pas chercher à ce que ce client-là puisse rester chez nous. On ne cherche pas à savoir pourquoi il ne revient plus chez nous, etc., etc. Et il existe des moyens très simples, très efficaces aussi, que vous pouvez utiliser. Mais ça, je le détaillerai dans une autre vidéo. D'ailleurs, pour la petite parenthèse à ce niveau-là, il n'y a pas forcément besoin d'harceler les clients comme certains peuvent faire. Mais ça, encore une fois, je le détaillerai par la suite. La cinquième chose à retenir est que si on reprend le cas des plantes carnivores, c'est que ça aurait été intéressant de savoir avec ces plantes quel est le taux de conversion de chacune. Je m'explique. Vous avez vu qu'elles avaient des pièges différents pour attirer leur proie. Cependant, pour savoir laquelle est la plus efficace, ce ne sera pas de savoir celle qui attire entre guillemets le plus de proies à côté d'elle, sans l'attraper. Le plus intéressant est de savoir laquelle des techniques est la plus efficace et qui leur permet de faire le moins d'efforts pour le plus de résultats. Donc pour vous, c'est pareil. Si vous posez la question sur quelle approche adopter face à vos clients, entre obtenir le plus de visibilité sans forcément convertir maintenant, ou convertir maintenant et chercher la visibilité par la suite par exemple, mais il y a bien d'autres exemples de ce type, posez-vous les bonnes questions. Et il y a deux méthodologies qui peuvent vous servir à ce niveau-là. Il y a ce qu'on appelle la méthode FAT, ce que moi en tout cas j'appelle la méthode FAT, et la gestion des priorités. Et encore une fois, comme pour le point précédent, je le détaillerai dans une autre vidéo pour ne pas alourdir cette vidéo. Donc en conclusion, jouez de vos atouts sans avoir besoin de copier les autres. Prenez en compte votre environnement et les éléments qui sont mis à votre disposition. Orientez intelligemment vos clients après avoir établi la bonne offre. Et une fois acquis, fidélisez-les. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter ou à la liker.